Bref, à part l'armée, la justice, la police et le fisc, tous les besoins humains les plus fondamentaux sont voués à devenir des marchandises. Mais tout ça dans une grande confidentialité. Ces accords qui sont pourtant révolutionnaires dans la mesure où ils organisent une autre société, n'ont pas fait l'objet d'un débat public, n'ont même pas fait l'objet d'un véritable débat politique. L'accord a été ratifié dans la plus grande manière démocratique, c'est-à-dire par l'Assemblée nationale et le Sénat. Vous croyez que les députés ont lu le texte de la GCS ? Alors serais-je méchant, mais est-ce que vous croyez que les députés lisent toutes les lois qu'ils signent? Mais à ce moment-là, vous remettez en cause le principe de la démocratie. Les élus n'ont pu intervenir qu'a posteriori, une fois que c'était négocié, une fois que c'était signé, que chacun des États signataires avait engagé son nom, sa parole, et il ne fallait plus que ratifier. Pourquoi tant de secrets? Pourquoi ne pas jouer le jeu de la transparence? Alors, monsieur Laby, est-ce que la Commission, est-ce que vous avez des choses à cacher sur cette négociation? Eh bien non. Non, franchement non. Quiconque suit de près ce que je fais à la Commission européenne dans ce domaine accède à nos sites web qui sont ceux de la Commission et ceux des services que je dirige. On a un accord qui a été signé en 1994, qui est entré en vigueur en 1995, mais dont la mise en œuvre est à venir. Donc il y a le plus horrible et virtuel encore. Donc ça c'est beaucoup plus difficile de faire comprendre aux citoyens, aux élus, les dangers qui se trouvent dans la GCS. Et pourtant ils sont là parce qu'ils sont dans un texte qui a toute sa force juridique. Le premier principe, c'est le principe de la nation la plus favorisée. Ce principe a pour objet de mettre chaque entreprise étrangère sur un pied d'égalité avec toute autre entreprise étrangère. Ainsi, si la France accorde une aide financière pour un film d'un certain pays africain, elle devrait octroyer la même aide aux entreprises américaines. Et cela en proportion de la taille de l'entreprise, de son chiffre d'affaires. Et donc l'application de la clause dite de la nation la plus favorisée interdirait de fait à la France de continuer à aider ses producteurs africains, sauf à dépenser des sommes énormes pour pouvoir aider au même niveau les entreprises de cinéma du monde entier, ce qui est évidemment absurde. Il y a un deuxième élément qui se trouve dans la GCS, comme d'ailleurs dans tous les accords de l'OMC, et qu'on appelle le traitement national. Qu'est-ce que ça veut dire, le traitement national? Bien, ça veut dire que à partir du moment où il a engagé dans un processus de libéralisation au titre de la GCS un secteur donné, l'État qui a engagé ce secteur doit accorder à tous les fournisseurs de services de ce secteur le même traitement que celui qu'il accorde à son propre fournisseur. Un petit exemple serait le bienvenu. Imaginons que l'enseignement universitaire soit engagé dans un processus de libéralisation. Mais les universités américaines qui ont des sections à Paris, il y en a, seraient en droit de demander à l'État français les salaires, les coûts pour la construction ou l'entretien des bâtiments que l'État français accorde aujourd'hui à ses propres universités. Alors, on pourrait multiplier les exemples. Cette logique-là, quand elle est multipliée, elle fait en sorte que le trésor public ne peut pas tenir. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Les pouvoirs publics se retirent, ce qui est une formule tout à fait modérée pour dire qu'ils privatisent. Donc on peut, par application mécanique des règles de la GCS, dire qu'entre libéralisation et privatisation, on peut mettre le signe égal. Ce qui veut dire que la notion de service public, ignorée même dans le texte, à ce moment-là, elle disparaît complètement.
En 2003, les rares êtres humains qui regardaient les informations françaises à la télévision pouvaient voir, entre autres, ceci. France 3, Air France, la Sécurité sociale, EDF, tous représentés pour défendre le service public. Les cheminots sont inquiets pour leur retraite et de toute la France, ils sont montés à Paris pour le crier au gouvernement. Les intermittents toujours installés sur le toit du MEDEF à Paris depuis 2 jours. Une quarantaine d'intermittents et de chômeurs poursuivent donc leur occupation. Quelques agitateurs sans scrupules perturbaient la paisible et harmonieuse marche du monde. Un certain nombre parmi ces braves et courageux marcheurs avaient compris que planait sur eux la menace de la GCS. Le service public, c'est la définition qui nous semble la plus concrète, c'est de permettre à chaque citoyen d'obtenir en tout point du territoire le même produit au même tarif et au tarif le moins cher. Le service public de la santé est censé donner à tout le monde, sans exception, des soins de qualité. Pour nous, l'éducation nationale est un service public dans la mesure où c'est un système qui offre un accès à la culture, à l'éducation, à la connaissance, à l'ensemble des enfants. C'est ça un service public, mais on n'y est pas là. Il faut bien se rendre compte que dans nombre de pays du monde, le statut des services publics est marqué au coin, enfin non pas leur statut, le fonctionnement des services publics est marqué au point d'une inefficacité telle qu'un rien de concurrence ne serait pas mauvais et que cette concurrence peut venir de l'extérieur. Actuellement, on est en train de faire répandre l'idée que le privé coûte moins cher que le public pour pouvoir laisser la voie libre au privé. L'ouverture des marchés de services peut se faire si tel ou tel membre de l'OMC, en l'occurrence l'Europe comme un bloc, décide d'ouvrir son marché de services. C'est une décision qui nous appartient, qui n'a rien à voir avec la privatisation. C'est un tout autre sujet. On peut avoir un marché ouvert avec des entreprises publiques, on peut avoir un marché fermé avec des entreprises privées. L'ouverture et la privatisation sont 2 choses différentes. Et j'ai toujours dit, et je vous redis ce soir très franchement, que en matière de services publics, tout ce qui touche éducation, santé, culture, l'Europe ne fera pas de proposition de l'ouverture de son marché à l'international. Ces propos semblent rassurants, mais dans les faits, il se passe tout autre chose.